ce qui est au fond un bon résumé. Ce qui est un bon résumé de ce que font les chercheurs, c'est d'une part Fail Better de Samuel Beckett et pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et l'oscillation entre les deux. À part ceux qui tombent dans l'auto-idolation. Bon, bref. Quoi qu'il en soit, le point est le suivant. On regarde donc un point de maximum de u de x moins v de y moins 1 sur 2 epsilon x moins y au carré. Et on maximise ceci. Si on avait des fonctions régulières, qu'est-ce que l'on dirait? On dirait que gradient u est égal, gradient x en u, ou à un point de maximum, est égal à x moins y sur epsilon, et donc égal à moins gradient v. Ça, c'est la condition du premier ordre. Bien. La condition du deuxième ordre, si je fais la même stratégie que précédemment, c'est-à-dire que je gèle y et je dis c'est un point de maximum en x, je vais récupérer que d2u est inférieur à la matrice identité sur epsilon, tandis que d de v est supérieur à moins la matrice, et je vais donc écrire moins d de v, et lui aussi inférieur à u sur epsilon. Et on est coincé parce qu'on n'a pas plus et moins. On a plus et plus. Mais en fait, on a mieux. Ce que l'on a, c'est que l'on a que d2u au point x, 0, 0, d2v au point y, est inférieur à quoi? Bien, est inférieur, il y a 1 sur epsilon, mais est inférieur à i moins i moins i. I, c'est la matrice identité i. Donc, on a en fait cette information, avec un moins ici, on a en fait cette information complète matricielle, formellement. Qu'il ne faut surtout pas résumer à juste la partie diagonale. La partie diagonale, c'est dire ce bloc-là est inférieur à celui-ci. Ce bloc-là est inférieur à celui-là. Mais attention, on a une information complète matricielle. Et ça change tout. Ça change tout parce que et ça, c'est vraiment l'information cruciale. Ça change tout parce que maintenant, supposez que dans l'équation, vous ayez un f de gradient u, je vais prendre un exemple, moins Laplacien u. Donc, ce qui vous intéresse, c'est à manipuler moins trace de d2u de x bar. Moins par moins, ça devient plus trace de d2v au point y bar. Si je me sers uniquement de ces deux inégalités, je vais simplement dire que ceci est inférieur ou supérieur ou égal. En fait, si je le fais passer dans le membre de droite, j'ai trace de d2u de x bar moins trace de d2v de y bar. Et la question, c'est par quoi puis-je le majorer? Si je me sers uniquement de ces informations-là, c'est une catastrophe parce que je trouve deux fois la dimension, la trace de la matrice identité, divisée par epsilon. Ça tend pas vers 0, ça explose violemment vers l'infini. En même temps, lorsque epsilon vaut 0, on a un point de maximum de u moins v, et ça, on sait que c'est négatif ou nul. Parce qu'à un point de maximum de u moins v, d2u est inférieur à d2v. Donc même si on avait des solutions classiques et qu'on aborde le principe du maximum classique par doublement de variables,
on loupe visiblement quelque chose. Bon, ça, on aurait quand même pu y penser. Bon, bref. Et on loupe vraiment quelque chose. En revanche, dans cette inégalité complète, on a une inégalité qui mélange les deux dérivées secondes, parce que là, on les a isolées. Eh bien, ce que je prétends, c'est que lorsque, maintenant, vous voyez que c'est un jeu purement matriciel, que si vous avez une matrice A symétrique, B une matrice symétrique, qui est inférieure à 1 sur epsilon I moins I, eh bien, ce que je prétends, c'est qu'on a bien le fait que A plus B soit négatif ou nul. Et c'est exactement ce que je veux. Lorsque, en tant que matrice, donc en particulier sa trace va être négative ou nulle. Donc en fait, si je me sers de ça, je trouve 2D sur epsilon, c'est une catastrophe. Si je me sers de ceci, je trouve inférieur ou égal à 0 et c'est gagné. Alors, donc ça, c'est finalement, tout ce bazar-là se réduit à de la manipulation d'inégalités matricielles. Donc, je vais passer 10 secondes à vérifier ceci, c'est une trivialité. Et vous voyez que ça, c'est l'analogue du principe maximum, hein, c'est D2U moins D2V, c'est-à-dire en un point de maximum, D2U est inférieur à D2V. On a deux points différents, et c'est ce que l'on conserve, néanmoins. Malheureusement, ce n'est pas du tout comme ça que les choses sont présentées dans notre fameux manuel. Je trouve ça peut-être plus clair. Donc, A plus B négatif ou nul. De quoi ça vient? Bon, on va tester la forme quadratique associée à A plus B, c'est-à-dire qu'on va multiplier, on va regarder les formes quadratiques associées à ces deux matrices, puisque de toute façon, dire que les matrices sont comparées, c'est comparer leurs formes quadratiques, et simplement, je vais prendre les formes quadratiques associées à un vecteur particulier, à savoir le vecteur qui, dans le premier bloc de composantes xi, est à aussi xi dans le deuxième bloc de composantes. Auquel cas, ce que je récupère à gauche, c'est A xi xi plus B xi xi. Et à droite, qu'est-ce que je récupère? Eh bien, vous voyez que si je prends xi, xi comme vecteur, c'est dans le noyau de la matrice qui est à droite. Xi moins xi plus xi. Donc ça vaut 0. Une démonstration absolument redoutable. Et voilà comment, par juste cette petite observation, on a maintenant une chance de pouvoir gérer les dérivées secondes. Il y a néanmoins un petit hic, c'est que ce que je viens de dire était formel. J'ai manipulé des dérivées secondes, la dérivée seconde de U, la dérivée seconde de V, qui a priori n'existent pas, puisque les fonctions sont simplement continues. Donc c'est là où il y a un lemme qui est important, qui consiste à dire qu'une fois de plus, ce que l'on peut faire avec les solutions de viscosité, avec les fonctions C2, disons, les solutions C2, on peut le faire avec les solutions de viscosité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir trouver des points de maximum. Alors, c'est plus exactement x bar, y bar. Il faut se permettre des perturbations affines. Je ne vais pas citer ce lemme précisément. Et exhiber des dérivées secondes en des points légèrement décalés qui ont en particulier ces inégalités matricielles et dans lesquelles on va savoir aussi que A est supérieur à moins C0 I sur epsilon. C'est-à-dire on a des bornes complètes en fonction de epsilon de la matrice. Donc, l'argument clé que je viens de faire,
qui ne peut pas faire une démonstration complète doit être généralisé à des fonctions continues. Donc je pourrais citer un lemme, mais c'est trop technique et je ne veux pas rentrer là-dedans. En revanche, un point que je veux mentionner, c'est qu'on a besoin, pour passer de solutions classiques à des solutions de viscosité et dire je peux trouver des points proches du point du maximum où les gradients sont pratiquement égaux, modulo des perturbations. En fait, l'idée, c'est qu'on a un point de maximum en x, y, et on va regarder des points de maximum où on perturbe par une fonction linéaire. Donc, vous prenez une petite fonction linéaire, au lieu d'avoir un point de maximum, vous êtes en train d'un peu agiter la maximisation. Et sur un ensemble de mesures positives, on va avoir un point de maximum avec la propriété que je viens d'indiquer, à savoir l'inégalité matricielle et A supérieur à moins C0 I sur epsilon. Alors ça nécessite en fait d'une part la théorie de la mesure et puis surtout une inégalité célèbre de Alexandrov-Backelmann qui dit des choses sur ces points de tangent sur les enveloppes convexes. Donc c'est de l'analyse fine, de l'analyse réelle fine. Ça n'a rien à voir avec les équations, c'est uniquement une propriété des fonctions continues et c'est une propriété fine. Cette propriété, donc je ne rentre pas, je vous renvoie au manuel User's Guide sur les solutions de viscosité. Je veux donc insister sur le fait que 1, c'est absolument général pour des fonctions continues. 2, j'ai parlé de mesures positives, ça utilise la théorie de la mesure. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, les démonstrations étaient complètement élémentaires, on n'avait pas besoin de théorie de la mesure, on n'avait pas besoin d'inégalité, on n'avait besoin de rien. Là, il y a des choses d'analyse réelle beaucoup plus lourdes qui se mettent en place. Et beaucoup d'entre nous sommes convaincus qu'on a besoin de la théorie de la mesure, mais qui sait? Alors vous me direz, bon, c'est pas grave, la théorie de la mesure, tout le monde la connaît, oui, enfin, c'est pas grave, mais ça a des conséquences. C'est que si vous voulez regarder l'analogue de ces équations en dimension infinie, mais il n'y a plus de théorie de la mesure. Donc, lorsque vous voulez faire monter ces équations en dimension infinie, attention, ça ne veut pas dire que c'est fichu. Au contraire, il y a toujours quelques années, mais un peu moins, j'avais expliqué, et ça a été développé par beaucoup d'autres auteurs, comment on pouvait contourner la difficulté en dimension infinie, mais soit on fait la vérification, entre guillemets, pour du contrôle stochastique, soit on se ramène à dimension finie qu'on fait croître, hein, et gérer ça. Donc, pour une équation totalement générale en dimension infinie, attention, il y a une vraie difficulté. Quand on fait du contrôle, à nouveau, contrôle, c'est en fait à peine plus compliqué que des équations linéaires. Et pour les équations linéaires, on s'en tire parce qu'on a des formules. Donc, attention, théorie de la mesure, gros lemme, mais l'idée, ce n'est rien d'autre que ceci. Je vais garder cette inégalité pour l'exploiter dans un instant pour des équations un peu plus compliquées. Et l'hypothèse de structure qui était étoile devient double étoile, qui va consister à dire que f de x moins y sur epsilon, a moins f de x moins epsilon, b, est supérieur à moins oméga de x moins y plus epsilon plus, on va rajouter un chouïa de epsilon ici. Donc c'est essentiellement la même chose, je rajoute un epsilon. Pour quelle matrice? Bien, si A et B vérifient, A, 0, 0, B,
moins B. Oui, moins B est inférieur à 1 sur epsilon fois identité, moins identité, moins identité, identité, supérieur ou égal ici, et là vous pouvez prendre de mémoire, je pense qu'un 2 suffit, je vais mettre un moins C0 sur epsilon fois, mais C0 ne dépend de rien du tout. Je vous le disais, je crois que c'est 2, ou 2 fonctionne. 1 quand même pas, il ne faut pas charrier, mais n'importe quoi. Pardon? Ah oui, à gauche, c'est la matrice identité. Mais tu t'en souviens peut-être, je crois que 2 suffit déjà. En fait, c'est n'importe quoi de plus grand que 1. Hein? Il y a beaucoup de flexibilité là-dessus. Absolument. Donc ça veut dire que A et B sont bornés par du 1 sur epsilon, la conjonction des deux inégalités. Et l'inégalité fondamentale, elle est ici. Donc si on oublie cet aspect-là, qui est un peu technique, mais utile, et qu'on se concentre là-dessus, vous retrouvez, j'ai simplement changé, toujours à cause du D2V, B en moins B, mais vous retrouvez exactement ce dont on a besoin. Bien. Et donc le théorème, c'est que sous cette hypothèse, on a le même résultat. Toujours pareil, maximum de U moins V est inférieur ou égal à 0. Maximum si, oui, là je traite tout de suite le cas général, bien si double étoile L. On a déjà vu que double étoile était OK pour une équation du style f de x est gradient u. Parce que déjà, si isolément vous sommez des morceaux et que chacun des morceaux vérifie la bonne hypothèse, la somme des morceaux vérifie la bonne hypothèse. Donc ça, on l'avait déjà vu dans le cas du premier ordre. On a déjà vu avec le Laplacien, mais vous voyez bien que le Laplacien n'a joué absolument aucun rôle, et que si je mets moins AIJ DIJU, une partie linéaire avec des AIJ constants, ou plus généralement, si je rajoutais, si je regardais un f de x de gradient u plus un g de gradient u des deux u, la démonstration que j'ai faite, qui consistait à dire que a plus b est négatif ou nul, hein, donc je mets entre parenthèses ici que ça entraîne automatiquement que a est inférieur à b. Et cette information-là, si on n'a pas à mesurer des erreurs à cause du fait que les x et les y sont différents, eh bien, vous avez tout de suite le résultat de comparaison, donc AIJ constant, positif ou nul. Donc déjà, on voit que c'est assez robuste comme démonstration. Et enfin, le dernier exemple que je veux comprendre et sur lequel je veux un peu insister, c'est de gérer des coefficients non constants et je vais rajouter dans l'équation un moins AIJ de x DIJU. Et donc, à nouveau, les autres morceaux vérifiant la condition, la question est de savoir si je prends un opérateur linéaire comme ceci, quand est-ce qu'il vérifie cette condition? En d'autres termes, je suis en train de faire l'analogue de l'exemple lorsque j'avais introduit la condition étoile. J'avais testé, dans le cas du premier ordre, la condition étoile sur le cadre d'une équation linéaire pour un champ de vecteurs. Ici, maintenant, je regarde une équation elliptique, elliptique au sens dégénéré, puisque je vais supposer que les AIJ symétriques, en fait, sont... Bon, alors je mets le 1,5, ça c'est à cause des probas, mais le 1,5, vous en moquez. Sigma I alpha, sigma J alpha, comme dans le deuxième cours, lorsque j'ai regardé des questions d'ergodicité, c'est quelque chose qui automatiquement nous dit que cette matrice est positive ou nulle. Vous avez donc maintenant une fonction sigma I alpha de x, où I varie entre 1 et d, ça c'est la dimension, et alpha sont des matrices rectangulaires, varient entre 1 et m.
Bien, donc là on a une dépendance en X. Ce que dit ceci, c'est que ça c'est positif ou nul. Bien. Alors, l'inégalité fondamentale, c'est que si je prends ces matrices A et B et que je regarde la trace de A de X fois grand A, c'est bien ça. J'ai envie de remplacer DIJU par une matrice A. J'ai envie de remplacer DIJV par moins B. Et donc, ce que je suis en train de regarder a priori, c'est trace de A de A de X fois A plus trace de A de Y fois moins B. Ça, c'est ce que je récupère parce qu'on n'est pas au même point, il y a un X et un Y, et c'est sur cette quantité que je voudrais obtenir une majoration qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0, lorsque je choisis A et B, comme c'est indiqué dans double étoile. Donc c'est ça que je dois majorer. Comment s'y prendre? À nouveau, lorsque les coefficients sont des coefficients constants, on a déjà dit A inférieur ou égal à B. Automatique, si on a A de X et A de Y qui sont les mêmes. Donc maintenant, c'est la dépendance en X qui crée une difficulté. Comment on gère ça? C'est un lemme, à nouveau, c'est un lemme purement matriciel. Et ce que l'on va faire, c'est de dire que si on a une grande matrice symétrique qui est inférieure à une autre grande matrice symétrique, eh bien, si je multiplie par une matrice positive ou nulle symétrique et que je prends la trace des deux produits, je conserve la même inégalité. C'est-à-dire que quelle matrice je vais construire? Eh bien, je vais construire la matrice grand sigma, qui est sigma de x, sigma transposé de x, sigma de y, sigma transposé, sigma de x, sigma transposé de y, sigma de y, sigma transposé de x, non, c'était bien sigma 2y, sigma transposé de x. Je dis des bêtises. Donc ça, sigma 2y, sigma transposé de x, oui. Et enfin, sigma de y, sigma transposé de y. Il faut que le bloc matriciel qui soit là soit transposé de celui-ci. Ça, c'est bien sûr une matrice qui est positive ou nulle, parce que c'est un produit tensoriel, peu importe. Donc, c'est une matrice qui est symétrique, qui est positive ou nulle, et donc l'inégalité matricielle qui est là m'assure que si je multiplie par sigma, eh bien, les traces vont être trace de sigma fois la matrice A00-B est inférieure à trace de sigma fois le membre de gauche. Et qu'est-ce que vous récupérez? Lorsque vous faites sigma par A, à cause des zéros qui sont là, et que vous prenez la trace de sigma fois cette matrice, qu'est-ce que vous récupérez? Ça, vous ne le voyez pas parce qu'il va cogner contre un zéro. Celui-là, vous ne le voyez pas parce qu'il va taper sur le zéro à droite en haut. Il vous reste ça que multiplie A et ça que multiplie B. Et donc, vous récupérez exactement ce que vous voulez, à savoir, ceci est égal à la trace de A de X fois A plus trace de A de Y fois moins B. Et donc, on voit que c'est inférieur à quoi? Bien, ce que l'on obtient lorsque je mets ici la trace. Et regardez ce qui se passe. Vous voyez que quand vous allez multiplier sigma par cette matrice, sigma, sigma transposé, il y a du i et il y a du moins i.
Donc vous voyez qu'il y a 1 sur epsilon. Donc vous voyez que le premier terme va faire apparaître sigma de x fois sigma transposé de x moins, à cause du moins qui est ici, sigma transposé de y. Et le deuxième terme à cause du moins i, enfin le quatrième terme, l'autre terme de la trace, pardonnez-moi, dans ce produit matriciel, va vous donner moins trace de sigma de y, sigma transposé de x, sigma transposé de y. En d'autres termes, cela vous donne 1 sur epsilon, la trace de sigma de x moins sigma de y, fois sigma transposé de x moins sigma transposé de y. Donc vous faites le calcul, vous voyez que pour calculer la trace, vous avez un produit de matrice de 2 par bloc de 2. Vous avez, pour calculer la trace, il faut calculer ce bloc-là et ce bloc-là. Ce bloc-là, c'est le premier que j'ai écrit, et celui-ci, c'est celui qui est en dessous. Puisque, en effet, c'est ce que vous obtenez, en prenant cette ligne, la deuxième ligne, multipliée par la deuxième colonne, et vous voyez bien que vous récupérez plus sigma y, sigma transposé de y, moins par moins, ça fait plus, moins, et bien moins quoi, sigma de y, sigma transposé de x. Donc c'est exactement ce calcul matriciel élémentaire. Ceci donne maintenant une expression dans laquelle vous avez une différence en xy et une différence au carré, c'est-à-dire que si sigma est lipschitien, ceci se majore par une constante fois x moins y carré sur epsilon. C'est exactement l'hypothèse de double état, double étoile, et dire que c'est lipschitien est une hypothèse raisonnable, puisque c'est exactement ce dont vous avez besoin pour résoudre l'équation différentielle stochastique associée à cet opérateur à partir de n'importe quel point. Voilà donc comment dans le deuxième ordre on s'en tire. Dans le deuxième ordre, on s'en tire par la manipulation d'inégalités matricielles. Et donc, qu'est-ce que je déduis de tout ceci? C'est que d'abord, on fait passer la démonstration avec des équations du second ordre. On fait passer grâce à des inégalités matricielles, mais surtout, on a vu que la propriété assez importante là-dedans, c'est qu'on avait pris une fonction de test, toujours mes fonctions de test, c'est l'epsilon de x moins y, à savoir la norme au carré. Et que ce que l'on a écrit sur le membre de droite, c'est l'énorme matrice de dérivée seconde en xy de L epsilon. Et que ça a marché parce qu'on a les i, les moins i, et que lorsque je prends la trace de sigma d2, donc on va garder ça en tête, eh bien on récupère que ceci se majore par C0 fois x moins y au carré sur epsilon. De sorte qu'il n'y a rien de magique avec le 1 sur 2 epsilon x moins y carré. Simplement, c'est une fonction qui a la bonne propriété de pénalisation de l'éloignement de x à y, et ça a une propriété que les dérivées premières en x sont égales au moins les dérivées premières en y, et que la matrice des dérivées secondes satisfait ce genre de propriété, où sigma est la matrice que je viens d'effacer. Donc on retient ça. Ce sont ça les hypothèses, enfin ce sont ça les propriétés de la fonction test magique x moins y sur epsilon. Et on a vu que donc voilà le cœur de la théorie des solutions de viscosité. Lorsqu'on a l'unicité et qu'on n'est pas en train de gérer des dépendances temporelles horribles, l'existence s'ensuit. Toujours le même Hitoshi Ishii avait observé que la méthode de Perron permet de construire des solutions.
La méthode de Perron, quelle est-elle? C'est de prendre le sup de toutes les sous-solutions. Donc, on prend toutes les sous-solutions. Bon, il y en a, il suffit de prendre des grandes constantes. On prend son sup. Ben, certainement, s'il y a une solution, elle est au-dessus du sup. S'il y a une solution, c'est une sous-solution. Ça doit être le sup. Donc, s'il y a une solution, ça ne peut être que le sup des sous-solutions. Eh bien, et puis on vérifie, ce n'est pas très compliqué, que le sup des sous-solutions, il doit être solution. Il n'est pas simplement une sous-solution, il est une solution. Et la vieille méthode de Perron consiste à dire, par l'absurde, si ça ne l'est pas, ça veut dire que si ce n'est pas sur solution, il y a un point où on a une inégalité stricte, il y a un peu de place pour construire une petite fonction qui permet de faire croître un peu la sous-solution. Donc, méthode de Perron, je vous renvoie à de saines lectures sur la méthode de Perron classique et à son adaptation très facile, c'est expliqué dans le User's Guide aussi, pour les solutions de viscosité. Ouf! Bon, un peu plus long que je ne l'avais prévu. Donc, j'ai quand même passé 2 heures de rappel, mais j'aurais pu passer les 2 heures. Mais c'est fini. On a vu l'essentiel de la théorie des solutions de viscosité et repéré quelques petites choses là-dessus. Donc, la question que l'on va se poser maintenant, c'est de se dire, au fond, là-dedans, est-ce que le 1 sur 2 epsilon x moins y carré, il est sacré, on n'a pas le droit d'y toucher, il est inscrit dans le marbre, ou pas? Inutile de vous dire que l'athée fanatique que je suis considère qu'il n'y a rien de sacré. Le sacré, pour moi, est une agression, au même titre que pour des gens religieux, certains de mes commentaires sont des agressions, exactement au même titre. Donc, évidemment, ce qu'on va faire maintenant, ce sera de se dire, ouvrons le champ des possibles sur les fonctions qui permettent de pénaliser le doublement de variables. Donc, c'est quelque chose que je vais appeler au-delà de 1 sur 2 epsilon de x moins y au carré. Ça nous sera utile par la suite lorsqu'on va regarder, parce qu'on va continuer de modifier. Et là, je vais le faire pour revisiter les équations aux dérivées partielles avec des dépendances temporelles épouvantables. Et donc, on pense, ça y est, le h est revenu, h de x et de gradient u, zeta point. Donc, ce que l'on veut, c'est trouver une fonction ou une famille de fonctions paramétrées par un petit paramètre qui dépend de x et de y, première caractéristique, qui pénalise positive, d'ailleurs on s'en fout un peu. Ce qu'on veut, c'est qu'elle tende vers la fonction qui vaut 0 en 0 et plus l'infini sinon. Donc certes, elle doit être minorée, mais exactement positive, peu importe. Donc, je vais mettre qui pénalise y différent de x. OK? Donc, quand epsilon tend vers 0, ça tend vers l'infini si y est différent de x. Et ça tend vers 0 si y est égal à x. Mais surtout, ce que l'on veut, c'est que l'on ait exactement h de x de gradient x de L epsilon moins h de y et de moins gradient y de L epsilon égale à 0. Parce que si on a de telles fonctions et qu'en outre, elle est régulière, alors est-ce qu'on a besoin de la régularité partout? Non.
soyons économes et regardons la démonstration que l'on a faite. La démonstration que l'on a faite, on regarde le point de maximum de U de x moins V de y moins L epsilon de xy. Donc, pensez que nous sommes en train de travailler sur l'équation U plus f de x et de gradient U, ça suffira, hein, égale f de x, mais que je ne veux plus mesurer des erreurs au niveau de l'équation. Si je ne veux plus mesurer des erreurs au niveau de l'équation, il faut que j'ai exactement cette annulation. Là, j'aurai plus d'erreurs. Il faut qu'elle soit régulière, pour epsilon petit, puisque de toute façon, on fait tendre epsilon vers 0. Pour tous les x, y, non. Pour x moins y petit. Puisque de toute façon, cet écart tend vers 0. Donc c'est dans cette zone qu'elle doit être régulière, puisque c'est là où on s'en sert. OK? Donc régulière. Qu'est-ce que ça veut dire régulière? Si pour l'instant on a des équations du premier ordre, c'est C1, après il faudra vérifier qu'on peut rajouter des termes du deuxième ordre. Donc il va falloir regarder les inégalités matricielles et est-ce qu'on a une bonne inégalité matricielle? Bon. Alors, ce n'est pas possible pour tout le monde, pour tout le H, pour tous les H. Et on va commencer par regarder, pour des raisons qui sont un peu longues à expliquer, on va commencer par regarder la situation d'un H convexe en P. Après, on élargira ça. C'est-à-dire qu'on verra que la méthode de construction pour une gamme d'hamiltoniens convexes, ce n'est pas qu'elle va marcher pour des hamiltoniens convexes, c'est qu'on pourra s'en servir, on pourra se servir du cas convexe pour des cas non convexes. Donc on verra plus tard que c'est une question liée à la commutation de flot hamiltonien et que ça veut dire qu'on regarde des hamiltoniens en involution. Et là, l'avantage d'avoir une fonction convexe, c'est qu'on va pouvoir se servir pour construire les fonctions L epsilon de x et de y, on pourra se servir de distance géodésique. Donc, retour au premier cours. Pourquoi ? Parce que cette propriété est une propriété absolument caractéristique de, comme on le verra par la suite, c'est rarement, moi je veux dire que c'est pas en lisant de la géométrie lagrangienne que j'ai compris cela, mais c'est fondamentalement lié au fait que si j'ai une trajectoire particulière qui bouge de x à y, je suis en train de dire que l'hamiltonien est le même, est conservé le long de la trajectoire, en tout cas sur les deux bouts de la trajectoire. Une manière d'être sûr qu'il est conservé, qu'il est le même au début et à la fin de la trajectoire, c'est dire qu'il est conservé le long de la trajectoire. Bon, donc ça, on sait que si j'ai une courbe sur laquelle l'hamiltonien est conservé, c'est lié au flot hamiltonien et que le flot hamiltonien est lié au géodésique. Donc cette propriété, plus quelque chose que je vais rappeler dans un instant, nous dit qu'en appelant epsilon égale t, j'ai envie de regarder le problème de calcul des variations suivant, L de x et de moins x point, ds, avec x de 0 égale petit x, x de petit t est égal y. Et ce bazar-là, je l'appelle L de xy et de t. Là-dedans, L, c'est le Lagrangien associé à l'hamiltonien.
Bon, il y a des moins pour des raisons de sens du temps, mais ça, c'est vraiment un détail. Il ne change rien aux propriétés fondamentales. Et donc, là-dedans, L de x et de p, c'est la fonction convexe conjuguée, c'est le sup de PQ, P scalaire Q, moins h de x et de Q. Z, on verra le Z après. Donc, dans un instant, je vais mettre des hypothèses de structure sur l'hamiltonien ou de manière équivalente sur le lagrangien pour être sûr que j'ai une courbe. Donc, c'est l'inf sur toutes ces courbes-là. Alors, ce genre de... Il y a un xy, on minimise quelque chose qui ressemble à une longueur de courbe, ça ressemble à des sortes de distances ou distances au carré, parce que là, le temps n'est pas fixé. J'expliquerai dans le cas quadratique finslérien pourquoi c'est une distance, enfin dans le cas quadratique, en particulier le cas riemanien, pourquoi c'est une distance au carré divisée par t. Mais ce genre de choses, c'est quelque chose que j'avais identifié très tôt dans mon bouquin qui doit être au pilon, enfin non, pilon j'exagère, mais certainement qui n'est plus édité sur les solutions généralisées des équations Hamilton-Jacobi, que j'avais écrit alors que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés, donc 82. J'avais identifié ces fonctions élémentaires comme étant absolument cruciales pour la structure des équations d'Hamilton-Jacobi, donc en identifiant tout un tas de formules qui sont des formules de contrôle optimal, et en montrant à quel point on pouvait se servir systématiquement de ces distances pour comprendre la structure des solutions. Là, on va se servir effectivement de ces fonctions pour remplacer la fonction magique x moins y au carré sur epsilon. Quoi qu'il en soit, ce que l'on sait depuis longtemps, c'est un problème de calcul des variations. Ce que l'on a, c'est qu'on a des relations entre programmation dynamique, que ce soit du contrôle optimal ou du calcul des variations, et solution de viscosité. La théorie classique de Hamilton-Jacobi, Kara-Theodori nous dit que si ceci est régulier, ce problème de calcul des variations est régulier, donc de la vieille mécanique ou du vieux calcul des variations, nous dit que si cet objet est régulier, on s'attend à ce qu'il résolve une équation de Hamilton-Jacobi. Ben oui, c'est eux qui l'ont comprise pour la première fois. Kara-Theodori a fait le lien avec, un peu plus systématique avec le calcul des variations, et Bellman a donné une interprétation générale qui marche en plus avec des termes stochastiques, etc. Donc, dl sur dt, certes, il faut des hypothèses, mais sous des hypothèses très générales, on s'attend à résoudre, à dire que la fonction pour y fixée, on s'attend à ce qu'elle vérifie cette équation de Hamilton-Jacobi, avec comme condition initiale, eh bien, ça, on peut le comprendre facilement. Comprenons la condition initiale. Je vais l'écrire de manière un peu formelle. 0. Je suis en temps nul. Je prends toutes les courbes qui donc sont en x. Si y est différent de x, il faut que je sois à la fois en x et en y. Ben ça, c'est impossible. Il n'y a donc aucun élément dans la minimisation, ça veut dire plus infini. Et bien entendu, si y est égal à x, ben, j'ai une seule fonction de test qui de toute façon donne le résultat 0, puisque c'est l'intégrale de 0 à 0. Donc, là où c'est régulier, on s'attend à ce que l'équation soit vérifiée. La formule indique que c'est la condition. Regardez, c'est exactement ce que je veux.
pour pénaliser l'écart de x à y. Et j'ai une équation. En fait, j'ai deux équations. Ça, c'était une observation qui date de presque 35 ans. Donc, c'est que si vous fixez x, vous changez le rôle. Quelle est la seule différence que vous avez faite? C'est qu'au lieu de regarder des trajectoires qui partent de x et qui vont en y, vous regardez des trajectoires qui partent de y et qui vont en x. C'est le même problème, simplement il faut changer t en moins t. Enfin, s en t moins s. Donc, vous avez une équation également à x fixé. Et cette équation, c'est dl sur dt plus h de y et de moins gradient yl égale à 0. Et toujours la même propriété en 0. Donc cette formule aux deux bouts vous donne, pour le même prix, deux équations. Ça n'a rien de magique. C'est simplement parce qu'il y a deux bouts et qui jouent le même rôle. Alors, normalement, c'est, pour dire des solutions classiques, il faut qu'on ait la régularité. Ça, c'est plus compliqué. J'y reviendrai dans un instant. Formellement, vous retranchez, notre programme est réalisé. On a bien que les H sont les mêmes. Je vous ai parlé de courbes hamiltoniennes. Effectivement, ce n'est pas x point qui vérifie un système hamiltonien, mais une transformation de x point associée à x qui vérifie le système hamiltonien, qui donne cette conservation. Mais ça, c'est, je dirais, théorie classique de Hamilton-Jacobi. On va le revoir tranquillement. Donc, s'il n'y a pas de singularité, on est quand même très bien barré. Et on a trouvé un processus de construction qui va nous permettre, par exemple, d'avoir une approche totalement différente. Plus d'erreurs, mais le travail, c'est de construire l'objet. Je ralentis parce que je ne suis plus du tout dans les rappels. Donc, vous voyez, construction par résolution, en fait, de ces équations avec des conditions très spéciales. Régularité ou pas? Je montrerai que, plus tard, la semaine prochaine, je montrerai que, par exemple, si l'hamiltonien n'a pas des propriétés de convexité fortes, ce n'est pas nécessairement régulier. J'ai besoin de C1. J'indiquerai aussi que si on n'était pas dans un cas convexe, il n'y a pas d'objet comme ça qui marche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'en reparlerai. La question donc, que l'on va se poser, c'est quelles sont les conditions qui assurent la régularité de façon à ce que notre stratégie puisse réellement être implémentée, étant entendu que j'insiste sur la régularité. Sinon, il faut faire très attention à ce que l'on dit. On est rapidement en train d'écrire des tautologies. Donc, si on a un objet qui a ces propriétés de régularité, c'est-à-dire régulière pour epsilon petit, x moins y petit, à ce moment-là, tout va bien. On a le droit de parler, d'écrire ces équations, on a les égalités, et on a maintenant une classe de fonctions test qui permet d'avoir des vrais théorèmes de comparaison, enfin, des théorèmes de comparaison plus simples. Les hypothèses de structure sur H, on va les retrouver pour construire les L epsilon. Donc, voilà maintenant la question. Si vous voulez, on peut oublier au moins temporairement. Et puis après, on aura une deuxième question, c'est quid des dérivées secondes? Parce que lorsque vous devez calculer la trace de sigma fois la matrice des dérivées secondes en xy de D2L, soit vous êtes courageux et vous faites énormément de géométrie qui n'existe pas parce qu'on n'est vraiment pas dans des cadres riemanniens, etc.
Probablement vous en tirerez, soit vous êtes feignant, ce qui est mon cas, et vous apercevez qu'il y a des méthodes de contournement qui permettent de vérifier pour les dérivées secondes que ça marche très rapidement. En tout cas, de manière très synthétique. Alors, sur la régularité, on va faire un petit panorama. Et je vais mettre des hypothèses sur L de x et de p. Oui, il me reste 6 minutes. Donc, je vais faire un petit plan. La régularité va être intimement liée. Donc, je vais supposer que toujours L de x et de p est régulière. Donc, le Lagrangien est régulier en x et p. Je serai prêt à C1, 1 ou C2. Bon. Okay. Ça veut déjà dire des choses sur l'hamiltonien. Bien. Et je vais donc toujours faire des hypothèses sur le Lagrangien. En fait, j'affaiblirai à certains moments. Et on va regarder tout d'abord, il faut que je fasse une remarque, on va regarder, comme je le disais, la régularité de ceci. Or, vous voyez que j'ai un problème de calcul des variations avec un truc qui est régulier ici en x point. On aura des hypothèses de coercivité qui assureront l'existence. Et la seule variation par rapport à x ou par rapport à y, c'est faire bouger le point de départ. Faire bouger le point de départ, vous pouvez toujours faire une petite translation ou changer un peu la courbe. Ça veut dire que, grosso modo, vous pouvez penser que c'est comme si vous aviez paramétré par petit x, de manière régulière, le Lagrangien. On est donc en train de minimiser fondamentalement une famille régulière de fonctions de x, et on se pose la question de savoir si l'infimum est régulier. Bien, ça, la régularité, ça va être équivalent, en tout cas entraîné, par l'unicité de la géodésique, c'est-à-dire de la courbe extrémale, de la courbe minimale. Dès que vous savez que la courbe minimale est unique, à ce moment-là, eh bien, on pourra facilement se convaincre qu'on a une formule, qu'on a un objet qui est régulier. Donc, on se concentre sur l'unicité. Donc, le panorama, le plan, ça va dire d'abord ce qui est le plus naturel si on pense en termes de géométrie riemannienne. La géométrie riemannienne, ça serait ici d'avoir alors souvent les IJ seraient en haut parce que, bon, bref, donc ça serait un AIJ de x ici, x point i, x point j. Où AIJ est une matrice définie positive. Si on prend des métriques équivalentes à la métrique usuelle. Bien, voilà un exemple. Donc déjà, le premier cadre naturel, c'est de dire, je vais prendre des choses qui ont une tête quadratique. Qu'est-ce que ça veut dire une tête quadratique? C'est que typiquement, vous allez dire que LPP, la dérivée seconde de L par rapport à x point, est majorée par une constante fois l'identité et minorée par une constante fois l'identité. Pas nécessairement quadratique, mais ça se comporte comme une fonction quadratique. On verra l'unicité et la régularité dans ce cas-là. Il y aura une hypothèse, donc il faudra simplement rajouter que Lxx est majoré par C0 fois 1 plus P2 et que Lx est majoré par C0 fois 1 plus P2. Ouais, ça croît aussi vite que L, les dérivées en x. Pensez ici, hein, quand vous dérivez par rapport à x, vous gardez quelque chose de quadratique en xi point, xi point. Donc ça, il va falloir gérer ça.
le deuxième cas de figure, ça sera de dire, au fond, et là je ne vais pas écrire les hypothèses maintenant, L de x et de p se comporte à l'infini comme du p à la puissance q. Ça, c'est dire que L se comporte comme du p carré, c'est des encadrements. Du p puissance q, pour q compris entre 1 et 2. Là encore, il y aura unicité et régularité. Pour q plus grand que 2, en général, il n'y a pas unicité. Q strictement plus grand que 2, sauf si c'est exactement positivement homogène. Donc, si L de x et de p, ou enfin se ressemblent, mais est vraiment sandwiché, là c'est ressemblé, c'est sandwiché par des trucs qui sont en p puissance q pour q plus grand que 2, à nouveau, il y aura unicité. En revanche, si vous vous amusez à regarder des 1 sur q p à la puissance... Ouais, q, c'est pas génial comment faire avec... Bon, bref, trop tard. 1 sur q p à la puissance q plus f de x, comme Lagrangien L de x et de p. Donc, dire que c'est exactement entre 2 puissance q, c'est dire que f de x vaut 0. Vous pouvez avoir ici des dépendances en x, des a de x fois p si vous en avez envie. Ce n'est pas le problème. Où A est une matrice uniformément inversible par rapport à x. Enfin, inversible uniformément par rapport à x. Vous contrôlez à moins 1. Bon, ben, si f est égal à 0, il n'y a pas unicité. Et il n'y a pas régularité. Donc c'est subtil. Et typiquement, il n'y a pas régularité pour x très proche de y. En revanche, si vous prenez x moins y qui est de l'ordre de t et qui est plus grand que t à une puissance qui dépend de q, donc il y a un cône dans lequel vous avez de la régularité, mais sur la diagonale, il n'y a en général pas régularité. Ça, c'est un peu surprenant, hein, parce que c'est quand même du calcul des variations. On a envie de dire, bigre, si je fais bouger q... à 2, il se passe quelque chose. Donc ça montre bien que me dire je prends un Hamiltonien quelconque, j'ai régularité, non, ce n'est pas le cas. Il y a un vrai souci. Donc il y a une véritable analyse à faire. La raison ne sera pas très compliquée, ça paraît plus compliqué que ça ne l'est réellement. C'est juste lié au fait que ce que l'on va vérifier, c'est que si t est petit et si x moins y est petit, en fait, cette fonctionnelle est une fonctionnelle convexe, et strictement convexe. C'est ça qui va assurer l'unicité. Et lorsque vous avez ici une dépendance en x point avec une puissance qui est plus grande que 2, lorsque x point vaut 0, c'est très plat, très peu convexe. Il vaut mieux des cubes plus petits que 2 que des cubes plus grands que 2. C'est très plat. Et donc, c'est tellement plat que c'est plus vrai, vous n'avez plus la convexité de la fonctionnelle, puisque la convexité habituelle, ça serait de dire je suppose que f est convexe. Mais ça, il n'y a aucune raison de supposer que f est convexe. Donc là, il y a une vraie difficulté. Donc on peut d'ailleurs comprendre qu'il faudra quand même faire un peu attention aux dérivées secondes, mais on va y réfléchir tranquillement. Et donc on est loin d'avoir tous les Hamiltoniens, mais ensuite il y aura le Hamiltonien en involution, dont je parlerai très rapidement la prochaine fois, mais de se dire que la même fonction, le x moins y carré sur 2 epsilon, il faut que je conclue avec ça, le x moins y carré sur 2 epsilon, donc 2 epsilon c'est 2t, c'est la solution de dl sur dt plus 1,5 de gradient L carré, avec toujours la même condition initiale. Donc c'est l'hamiltonien qui consiste à prendre la matrice AIJ, le Lagrangien ici, qui est la matrice identité. Allez, 1,5. Donc, le truc classique de la solution de viscosité correspond à un H parfait, qui est le H quadratique.
Or, il a marché pour tous les H indépendants de X. Ouais, mais c'est que tous les H indépendants de X, ils sont, comme on dit, en involution entre eux. C'est-à-dire que tous les flots hamiltoniens commutent dès que vous avez un hamiltonien qui ne dépend que d'un paquet de variables. Et que donc, ce n'est pas du tout miraculeux qu'une seule fonction fonctionne pour tous les H indépendants de X, parce qu'une seule fonction fonctionne pour toute la classe de H dont les flots hamiltoniens commutent. Donc ça, c'est aussi un point qui est assez utile, parce que ça montre que là, on a une vraie généralisation de ce que l'on avait fait jusqu'à présent, à savoir le cas indépendant de X. Après, on peut faire des perturbations, etc., mais surtout si on pense à des dépendances temporelles méchantes. Enfin, la dernière remarque que je veux indiquer, c'est que si L de X et de P est homogène, donc lambda, alors j'ai déjà choisi Q, j'essaierai de choisir M la semaine prochaine, parce que quand même, Q est trop proche de P. Donc si vous prenez une fonction qui est positivement homogène de degré Q, étant entendu comme les choses sont convexes, que Q est nécessairement supérieur ou égal à 1, eh bien, et d'ailleurs même strictement, parce que sinon l'hamiltonien n'est pas défini partout. Donc, si vous faites cette hypothèse, alors une analyse d'échelle que je reprendrai tranquillement la semaine prochaine vous dit que la fonction L de x, y de t se trouve être de la forme L de xy sur t à la puissance q-1. C'est-à-dire que automatiquement, parce que vous pouvez faire un changement d'échelle en changeant le temps, si vous changez le temps, vous changez la vitesse, l'homogénéité vous montre la relation. Le t puissance q vient de l'homogénéité, le ds crée le -1. Fin de la démonstration, je ne la referai pas. OK. En particulier, dans le cas quadratique, vous récupérez un L de xy sur t, et le L de xy dans le cas q égale 2 ou dans le cas général, c'est vraiment, si je prends ceci, la distance de x à y pour la métrique en question à la puissance q divisé par t à la puissance q-1. Donc, mais ça, c'est purement de l'homogénéité. C'est des hamiltoniens qui ont cette propriété d'invariance d'échelle, et vous pouvez retrouver des objets classiques lorsque vous avez cette homogénéité en temps, vous avez réellement des distances qui flottent derrière. Donc ça, c'est vraiment un détail. Je ne veux pas insister sur l'aspect distance parce que ce n'est pas le point important. Ce n'est pas du tout la distance qui est importante là-dedans. Ce qui est important, c'est une construction par le calcul des variations. Ce qui me paraît important, c'est une construction par le calcul des variations de candidats à être de bonnes fonctions test pour l'unicité de la théorie des solutions de viscosité, et que donc ce qu'il va nous falloir, c'est comprendre ces problèmes de calcul des variations et comprendre pourquoi on a de l'unicité. Alors il y a des choses comme ça, il y a des choses qui existent un petit peu dans la littérature. Pour des matrices riemanniennes, dire qu'on a l'unicité pour x moins y petit, ça a un nom en géométrie, c'est le rayon d'injectivité, ce qu'on appelle le rayon d'injectivité, mais c'est beaucoup plus général que ça. Je n'ai pas exploré systématiquement la littérature, je ne serais absolument pas surpris que si je prends chacun de ces cas, ils soient traités quelque part dans la littérature, parce que c'est des problèmes tellement classiques sur le calcul des variations que ça me paraît impossible que ça ne soit pas traité. Certes, il y a l'unicité, mais ce dont je vais me servir, c'est surtout de dire qu'on a des solutions C1, des solutions C2, et me servir de propriétés des dérivées premières et des dérivées secondes. Donc ça, ce n'est pas du tout classique. Néanmoins, même si c'est quelque part dans la littérature incontrôlable sur l'unicité, je n'en suis pas entièrement convaincu.
que tout y soit. Parce que je connais un peu la littérature sur les systèmes hamiltoniens, beaucoup moins celle de géométrie différentielle. Mais en géométrie différentielle, regardez des métriques pires que finsleriennes, mais bien au-delà encore, c'est pas si fréquent que ça. Il n'y a pas une littérature énorme là-dessus. Et bon, bref, donc je ne connais pas l'état de la littérature et je n'ai absolument pas envie d'explorer les milliers d'articles qu'il doit y avoir sur cette question. Je le dis franchement. Je serais ravi de citer des références si vous en trouvez. Mais de nos jours, il est impossible de vérifier si quelque chose est connu ou pas. C'est pas une litote. Il y a toujours des cas particuliers, des machins qui existent. Le système a explosé. J'ai pris beaucoup de retard, je m'en excuse. Dans quelques minutes, vraiment une pause très très courte et le séminaire juste après. Donc vraiment pas plus de quelques minutes.